Il y a eu une explosion du nombre de décès en mer. C'est quasiment plus que sur les 5 dernières années réunies. Je ne sais même pas si on peut parler de conditions de vie, c'est les conditions de survie qu'il y a. Les personnes n'ont accès à rien. L'accès aux besoins fondamentaux, il y a quasiment zéro. Et tout est apporté par les associations citoyennes. L'État fait beaucoup pour nourrir, pour héberger. Il est hors de question de recréer un point de fixation. 90% des prises en soins qu'on réalise sur le camp sont liées aux conditions de survie. La gale, par exemple, ou alors des plaies qui s'infectent, qui se surinfectent. Il arrive que du carburant en fait, se mélange avec de l'eau salée et en fait, ça crée des brûlures par produits chimiques. Des fois, on nous parle mal, on se fait traiter d'assistant passeur, alors qu'en même temps, ils vont nous appeler pour nous dire « Allô, oui, c'est 4 heures du matin, on est avec un groupe de 10 et il y a un enfant de 4 ans, ils sont trempés et il fait 3 degrés, est-ce que vous pouvez venir les changer ?» La présence policière, elle a aussi des conséquences de stress, de précipitation. Et en fait, les petits détails au moment du départ, en mer, ça a une conséquence de fou. Nous avons convenu le 14 novembre dernier d'un cadre bilatéral renouvelé et ambitieux pour continuer la lutte contre l'immigration irrégulière. On arrive vers une plage, il y avait un bateau en feu avec des palets de lacrymo qui étaient vraisemblablement tirés depuis au-dessus. C'est une politique nécrophage en fait dans le nord de la France et ça c'est très grave, genre une politique qui se nourrit de la mort. Cette année, depuis le début 2024, on a rencontré quasiment plus de 16 000 personnes en détresse sur le littoral. Donc en gros, les personnes, quand elles sont en détresse sur le littoral, qu'est-ce qui s'est passé? C'est souvent il y a eu un problème de bateau, elles sont revenues à la nage, ou soit il y a eu une intervention policière, etc. Elles ont notre numéro, elles nous contactent et on va à leur rencontre avec un peu de thé, du matériel de premier besoin, des besoins vitaux, eau, nourriture. Et là, surtout avec les températures hivernales, comment réchauffer tout doucement les personnes, donc avec les couvertures de survie. Et puis aussi, on a des affaires sec. À titre d'information, on a quasiment contacté 390 fois le CROSS, qui pilote les sauvetages en mer, et plus de 300 fois les services de pompiers cette année, depuis le début 2024. Cela représente quasiment 13 000 personnes qui se sont liées en détresse en mer. Selon la préfecture maritime, plus de 5000 personnes ont été secourues en mer. Toutes ces personnes, lorsqu'elles se secourent en mer, sont ramenées à terre au port et on essaye de s'y rendre pour aussi pousser à une prise en charge étatique et pour documenter ce qui se passe aussi. Nous, nos leviers, c'est contacter le 17 pour qu'il y ait un déclenchement, contacter le 18 ou le 112. Nous, on n'a aucun pouvoir sur le déclenchement de la protection civile. Parfois, on fait 17, 18 où il se renvoie la balle et la responsabilité. Ouais, on est sur place, sur une trentaine, il y a déjà les gendarmes, les pompiers, on vous attend. Ok, et est-ce que vous avez eu vent du déclenchement d'une procédure de rhabillement des personnes par la préfecture? Nous, on n'est pas au courant, nous les pompiers, on vous l'a dit, on n'est pas au courant, le CODIS non plus, et le COS, la préfecture non plus. Et nous, ce qu'on voulait juste s'assurer, c'est qu'il y allait avoir le protocole de rhabillement des personnes qui allait être déclenché et potentiellement de mise à l'abri d'urgence. Je sais pas, c'est le maire de la commune qui prend ce genre de décision, non? Je pense que... Si. Ok, donc vous pouvez pas du tout les contacter ou contacter la préfecture pour lancer ce genre de procédure? Ah non, c'est le maire. Faut voir avec le maire de la commune, c'est lui qui est patron dans sa commune. C'est pas moi qui vais décider de faire ouvrir. Donc les pompiers vont voir avec le maire, il va faire ouvrir une salle s'il estime devoir faire ouvrir une salle. J'ai des protocoles qui sont mis en place par les préfectures et qui sont censés être appliqués. Et sauf que bien souvent, ça ne l'est pas du tout. L'État fait beaucoup pour nourrir, pour héberger. Et voire même les policiers ou pompiers n'ont même pas connaissance. Du coup, on appelle les sous-préfectures ou les préfectures qui, elles, nous disent qu'en fait, c'est aux personnes de l'État qui sont sur le terrain à faire remonter l'information et à faire ces demandes. Sauf que, en fait, comme hier, les demandes n'ont pas été là. Alors oui, ils ont appelé pour les pompiers, bien heureusement, mais le fait que les personnes étaient mouillées à 3h30 du matin, ils n'ont pas appelé. Et résultat, c'était 2 familles et il y a 6 personnes de ces 2 familles qui sont parties à l'hôpital, dont 2 enfants, une femme de 57 ans. Et au deuxième coup, le camion de pompiers est revenu, c'était 2 femmes frigorifiées. Tout le long du littoral, il y a toutes ces personnes qui hier, en fait, oui, ont
ont pas pu partir pour différentes raisons. Ça peut aller du moteur qui marche pas, le bateau qui vient pas, ou alors ça va être le plus souvent quand même empêché par la police. À la suite en fait des traversées, des tentatives de traversée qui sont ratées, nous souvent on voit les personnes en consultation sur les camps et on se rend compte en fait que déjà forcément des personnes qui ont pris froid, qui ont des blessures liées par exemple à des bousculades au moment de monter sur le bateau, mais également aussi suite à des altercations avec la police, donc des violences policières. Donc ça nous arrive régulièrement des personnes qui ont des suspicions de fractures ou alors des blessures de tout type liées à des gaz lacrymogènes par exemple ou alors à des tirs de flashball ou voilà. Donc nous en fait on récolte les témoignages et puis on essaye de les accompagner au mieux pour les soigner. Lors des tentatives de passage, donc en bateau, il arrive que du carburant en fait se mélange avec de l'eau salée et en fait ça crée des brûlures par produits chimiques. Et donc nous ensuite on est obligé de prendre en soin des personnes qui présentent des brûlures qui peuvent être assez étendues et qui sont pas forcément prises en charge tout de suite au retour au port, ce qui est vraiment problématique. Et aussi sur le chemin pour revenir jusqu'au camp, donc des personnes qui ont dû marcher plusieurs kilomètres, plusieurs heures pour revenir sur le camp, parfois sans chaussures et qui du coup sont dans un état de santé dégradé. Je sais même pas si on peut parler de conditions de vie, c'est les conditions de survie qu'il y a. Les personnes ont accès à rien. L'accès aux besoins fondamentaux, il y a quasiment zéro. Et tout est apporté par les associations citoyennes. On estime qu'en fait, plus de 90% des prises en soins qu'on réalise sur le camp sont liées aux conditions de survie. Donc ça peut être des questions dermatologiques liées notamment à l'absence d'accès à l'eau. Et donc forcément, ça provoque des pathologies comme la gale par exemple, ou alors des plaies qui s'infectent, qui se surinfectent. Et également, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact aussi sur la santé mentale des personnes qui vivent dans une grande précarité, dans des conditions de vie qui sont complètement indignes. Et ça a de fait un effet sur leur santé mentale. Vraiment, il y a une 50aine de places au 115, donc le SAMU social. En moyenne, c'est plus de 600 personnes qui survivent sur le campement. Après, il y a certaines choses qui sont mises en place dans les CAES, donc les centres d'accueil et d'examen des situations. Mais c'est pareil, c'est des endroits où les personnes peuvent rester 3 semaines, 1 mois, puis au bout de ces 3 semaines, 1 mois, doivent demander la régularisation ou l'asile. Sauf que pour la plupart, elles sont déboutées, soit déboutées du droit d'asile, soit elles ne peuvent pas le demander à cause des accords de Dublin, qui disent que le seul pays responsable de la demande d'asile d'une personne est le premier pays où tu déposes tes empreintes. L'État se déresponsabilise totalement de la situation. Dans le mois de novembre 2024, il y a eu 16 opérations de police qui représentent en soi 63 expulsions. Durant toutes ces expulsions, de ce que nous on a pu observer, il y a eu presque 200 tentes qui ont été saisies. Mais du coup, lorsque la police elle vient expulser les personnes, et demande aux personnes de prendre leurs affaires et de partir du lieu de vie. Et en général, c'est seulement à quelques mètres, ça peut être sur la route d'à côté, sur le trottoir d'à côté. Et quand la police part, toutes les personnes se réinstallent. Et donc c'est vraiment juste du harcèlement où ils demandent aux personnes de se déplacer tous les 2 jours sans réellement leur demander de partir. Ils poussent la chose encore plus loin, ils vont même jusqu'à retourner toute la terre d'un terrain pour créer un terrain totalement nivelé, mais c'est pas juste des petites bosses, on parle de trous de 1 mètre avec une butte d'1 mètre juste à côté pour éviter en fait que les personnes se réinstallent. Dans le Calaisis, c'est différent. La mairie va plutôt enrocher le territoire, c'est-à-dire sur les terrains où les personnes s'installent vont mettre des tonnes et des tonnes de gros rochers pour éviter l'installation. Vous pouvez éviter de me pousser comme ça? Ok. Il y a des fois où ça se passe bien et des fois ils sont cordiaux et c'est très bien. Mais il faut quand même dire qu'il y a vraiment plein de fois où on se fait mal parler, on veut pas nous répondre juste parce qu'on est Utopia. Quand on croise des voitures des forces de l'ordre, ils nous mettent les pleins phares dans le visage alors qu'on est en train de conduire, où ils vont dire que c'est pour voir qui est dans la voiture, mais sur nos véhicules, il y a des logos comme ça, devant et derrière, avec écrit Utopia 56 dessus. Des fois, on nous parle mal, on se fait traiter d'assistant passeur, alors qu'en même temps, ils vont nous appeler pour nous dire « Allô, oui, c'est 4 heures du matin, on est avec un groupe de 10 et il y a un enfant de 4 ans, ils sont trempés et il fait 3 degrés, est-ce que vous pouvez venir les changer ?»
Ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'être intimidés par la police. Ça peut être des menaces de verbalisation pour les véhicules ou nous demander sans cesse de quitter les lieux, de bouger. Lorsqu'on appelle par exemple les services de secours pour évacuer une personne, que la police empêche l'évacuation en nous demandant de briser le secret médical, en expliquant la pathologie de la personne et en donnant son identité. Donc ça, c'est des entraves à la solidarité, des entraves aux soins. Il y a eu plusieurs fois où des équipes se sont faites braquer par des armes à feu. Reste là. Voilà, et calmez-vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'arme à la main, par contre, on n'est pas en danger pour vous. Hein. On vous connaît pas, monsieur, c'est bon. Ouais, on représente pas une menace. Hein. On vous connaît? Non, c'est pas pour autant qu'on représente une menace. À chaque traversée, on entend des cas de violences policières. Une fois, j'ai vu un groupe qui se faisait gazer depuis une falaise alors qu'ils étaient en bas dans les rochers dans la nuit, en train d'essayer de partir. Quand on a vu le groupe, il y avait un mineur qui avait la tête ouverte suite à avoir reçu un palais sur la tête. En septembre, à côté de Boulogne, on arrive vers une plage, il y avait un bateau en feu avec des palets de lacrymo qui étaient vraisemblablement tirés depuis au-dessus puisqu'il y en avait dans la descente dans les escaliers. On parle pas de petits moyens humains, c'est en moyenne entre 1700 et 1800 gendarmes et policiers qui sont mobilisés quotidiennement à la frontière. C'est des drones militaires qui ont été achetés pour la surveillance du littoral avec caméras nocturnes. C'est des caméras placées sur tout le littoral. C'est une centaine de kilomètres de barbelés et de barrières sur tout le littoral entre Dunkerque, Boulogne et Calais. Il y a notamment eu un accord signé entre Emmanuel Macron et Rishi Sunak entre 2023 et 2026. L'État anglais va dépenser 543 millions d'euros dans la surveillance de la frontière. Il y a eu une externalisation de la frontière britannique en France. Et du coup, la France est devenue un peu le bras armé de surveillance de la frontière anglaise. Il y a aussi Frontex qui est arrivé il y a peu. Frontex, qui est l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures. Et là, c'est très grave. Des pushbacks connus de l'agence européenne Frontex qui aurait caché une vingtaine de rejets violents et illégaux de 957 migrants. Frontex, c'est l'agence qui signale aux gardes-côtes libyens les embarcations en mer. Et on sait ce que les gardes-côtes libyens réservent aux personnes. La marine libyenne a bien tiré sur un bateau de migrants en Méditerranée. Utopia 56 et la LDH ont porté plainte contre Fabrice Légéry, l'ancien directeur de Frontex, pour complice de crimes contre l'humanité. L'agence des gardes-frontières et des gardes-côtes est poursuivie pour violation des droits de l'homme. Depuis qu'il y a eu ces accords entre l'Angleterre et la France financiers. Cette dimension humaine, de dignité, l'État la prend en compte. Mais ne comptez pas sur moi pour encourager des formules qui développeraient l'attractivité et qui renforceraient le problème. Il y a eu une explosion du nombre de décès en mer. C'est quasiment plus que sur les 5 dernières années réunies. Les personnes vont prendre plus de risques pour tenter les traversées. Déjà, ce qu'on observe, c'est que les personnes se déplacent de plus en plus au sud. L'endroit le plus court entre la France et le Royaume-Uni, c'est une quarantaine de kilomètres, et c'est à peu près au niveau de Calais, grosso modo. Nous, on a des appels de personnes en détresse qui sont au niveau de Dieppe. Dieppe, c'est à plus de 140 km du Royaume-Uni, donc on multiplie les distances par 3. On multiplie les distances par 3, mais il n'y a pas eu de changement d'embarcation, quoi. C'est tout le temps les mêmes embarcations pneumatiques, les mêmes moteurs. La présence policière, elle a aussi des conséquences, alors pas directes, mais indirectes, de stress, de précipitation au moment des départs. Beaucoup de personnes nous témoignent de dire en fait ça a été un peu la cohue au niveau du départ. On n'a pas pu bien gonfler le bateau, on n'a pas pu mettre le fond parce qu'il y a un fond solide. Et en fait les petits détails au moment du départ, en mer ça a une conséquence de fou. Peu importe la politique que vous menez, les personnes vont continuer à traverser et parce qu'en fait c'est leur dernière solution, quoi. Si l'accueil, l'hébergement, en tout cas la sécurisation des personnes est une conséquence d'un choix politique, c'est-à-dire que l'inverse, ça l'est aussi. La mise en danger des personnes est juste la conséquence de choix politiques. Moi j'aime beaucoup parler d'une politique nécrophage en fait dans le nord de la France et ça c'est très grave, genre une politique qui se nourrit de la mort.